Donc on a vu tout à l'heure comment construire une marque forte, notamment grâce au concept d'identité de marque. On va voir maintenant comment justement cette marque est perçue sur le marché. Donc après que les managers aient bien défini, transmis cette identité sur le marché, comment est-elle perçue par les clients ou les non-clients? Donc on va voir ici comment on évalue et on identifie l'image de marque, donc un concept très important dans le management de la marque. Alors, l'image de marque, tout d'abord, va surtout être reflétée par les associations à la marque, c'est-à-dire qu'on va surtout chercher à identifier et comprendre toutes les associations, les émotions et les opinions que les consommateurs ont vis-à-vis de la marque. Alors, les principales associations qui ont été identifiées donc par Keller en 1993, c'était des associations donc fortes, positives ou négatives et uniques. Donc, selon la théorie de Keller, plus une marque a de nombreuses associations fortes, positives et uniques, plus elle aura une image forte sur le marché. Donc cet outil a été extrêmement utilisé avec pertinence pour évaluer le pouvoir de la marque dans la mémoire collective. Mais ensuite, il y a un autre critère qui est apparu très important pour le management de la marque, c'est hormis l'évaluation de l'image de marque par des associations fortes, positives et uniques, on a évalué aussi l'idée de distinguer des associations périphériques et centrales. Et là, l'intérêt d'identifier des associations centrales et de les distinguer des associations périphériques, c'est que ça va nous permettre d'évaluer la légitimité et le noyau central de la marque qui va du coup être l'outil pour développer des nouveaux produits. Alors l'image de marque, aujourd'hui, on peut la mesurer donc surtout par rapport à cette idée de représentation sociale de la marque en distinguant les associations périphériques et les associations centrales. Alors les associations périphériques vont être des associations qui sont reliées à des expériences par rapport aux produits et qui vont être beaucoup plus souples et qui vont pouvoir bouger dans le temps parce que les consommateurs vont changer un peu d'idée sur la marque selon l'évolution des produits, l'évolution des communications. En revanche, dans le noyau central, on va trouver les associations centrales. Et les associations centrales, ce sont des associations qui sont considérées par une majorité d'individus comme indissociables de la marque. C'est-à-dire que si l'association, si l'on pense que pour Louis Vuitton, le voyage est un élément déterminant pour la marque, à ce moment-là, il sera dans le noyau central puisque l'individu considère que si le produit n'est pas connoté avec cet univers du voyage, il ne peut pas être de la marque Louis Vuitton. Donc on va maintenant voir ça concrètement avec des exemples pour montrer justement l'intérêt d'évaluer ce noyau central, puisque c'est lui ensuite qui va nous déterminer le territoire de légitimité de la marque. Donc prenons l'exemple de la marque Andros et ensuite de la marque Bonne Maman, qui sont deux marques de la même entreprise. Et donc ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment deux marques issues de la même entreprise, qui ont commencé avec le même produit, c'est-à-dire la confiture, vont ensuite se développer sur des territoires totalement différents parce qu'elles ont identifié un noyau central différent et qui va leur donner un territoire de légitimité distinct. Donc pour Bonne Maman, quand on mesure l'image de la marque, pour Andros, quand on mesure l'image de la marque auprès des clients, on se rend compte que les éléments qui sont indissociables pour une majorité de personnes, ce sont donc cette idée de fruits, variété des parfums, plaisir et naturel. Ce qui veut dire que pour Bonne Maman, pour pouvoir s'étendre et savoir où est-ce qu'elle a le droit d'aller ou où est-ce qu'elle n'a pas le droit d'aller, il va falloir qu'elle développe des produits qui sont en cohérence avec ses valeurs centrales. Donc on peut voir que justement les jus de fruits, les compotes,
yaourts aux fruits ou les sorbets qui ont été développés des années après la confiture respectent bien ce noyau central. Ils sont tous à base de fruits, avec une variété de parfums, associés au plaisir, au dessert et au sucré, et avec un côté très naturel, puisque sans sucre ajouté ou édulcorant. Donc, on voit ici un premier exemple extrêmement intéressant pour voir l'utilité d'identifier le noyau central de la marque. Et vous voyez donc aussi le système périphérique qui est également très indicateur sur l'image de la marque, puisqu'on y voit des produits et des éléments qui sont également importants pour le consommateur, mais qui peuvent évoluer dans le temps et qui peuvent évoluer selon les expériences du consommateur. Alors maintenant, si l'on prend l'exemple de la marque Bonne Maman, comme je vous le disais, la marque Bonne Maman a commencé également donc avec le produit qui est la confiture. Mais là, le noyau central de Bonne Maman, c'est le dessert lié à l'enfance et fait maison. C'est-à-dire que les individus ont jugé ces trois associations comme indissociables de la marque. Et donc, cette marque s'est développée sur des produits qui respectent ces associations et notamment le fait maison, toujours avec cette idée de produits traditionnels avec des ingrédients simples et naturels. Et l'on peut voir donc la différence avec Andros. Ici, Bonne Maman n'a pas développé des produits forcément à base de fruits, puisque le fruit n'est pas dans son noyau central. Donc ces deux marques ont véritablement joué sur cet outil extrêmement important dans le management de la marque, parce que l'image de marque ici va permettre d'évaluer le potentiel d'extension de la marque sur des nouveaux territoires. Donc là, vous avez, on va dire, l'outil essentiel au management de la marque qui est l'image de marque et la façon dont on peut le représenter avec ce noyau central et le système périphérique. Alors aujourd'hui, l'image de marque est en effet un outil très important, mais on se rend compte qu'il n'est plus suffisant. Et aujourd'hui, les marques vont également s'attarder très longuement sur l'étude de la relation que la marque entretient avec les consommateurs. Et donc, aujourd'hui, les instituts d'études ne vont pas uniquement étudier et évaluer l'image de marque, mais également voir comment la marque lie des liens avec le consommateur. Et donc, que signifie la relation à la marque? Si on donne une définition claire, ça correspond aux sentiments, aux émotions, aux ressentis que le consommateur peut avoir envers la marque. Donc, on a ici quelques exemples de mots associés, en tout cas, à la marque en termes d'émotion. Et cette relation à la marque, elle est aussi bien vécue par les consommateurs, mais aussi par les collaborateurs qui vont être plus motivés et qui vont être plus inspirés. Donc j'aimerais maintenant vous montrer un exemple qui montre l'intérêt de l'analyse de la relation à la marque. C'est l'étude de GfK qui, justement, a voulu comprendre la différence de part de marché entre Nike et Puma. Et on peut voir ici que si on analyse l'image de Nike et de Puma, il n'y a pas de grande différence en termes de qualité, de qualité produit, d'image, d'association dynamique, moderne et sportive. En revanche, là où il y a une différence, c'est la relation que les deux marques vont construire avec les consommateurs. Et on se rend compte qu'une majorité de personnes pensent que la relation avec Puma est une relation de ex-petit ami, alors que pour Nike, on va avoir une relation plus connotée sur amis, partenaires, voire famille. Donc, grâce à cette analyse des relations entre les marques et les consommateurs, on peut mieux comprendre pourquoi la part de marché de Nike aujourd'hui est plus élevée que celle de Puma. Ce n'est pas seulement une histoire d'image de marque, mais c'est également une question de relation qui est nouée entre la marque et le consommateur.
Donc maintenant, nous allons voir, nous avons les deux outils essentiels au management de la marque. Vous venez de comprendre ce qu'était l'image de marque. Et maintenant, il faut bien prendre conscience que cette image de marque, il va falloir la comparer à l'identité de marque. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas confondre l'identité de la marque, qui est un outil stratégique, c'est ce que l'on est, ce que la marque est ou ce qu'elle veut être, alors que l'image de marque, c'est ce qui est perçu par le consommateur. Et donc, le grand défi des brand managers, ça va être de comparer ces deux outils. Et s'il y a des grands écarts entre l'image de marque et l'identité de marque, il va alors falloir prendre des décisions. Donc, les décisions les plus communes, la première, c'est que si vraiment l'image de marque est différente de l'identité, c'est peut-être une mauvaise compréhension de la communication, peut-être que l'expression de l'identité n'est pas juste, ou alors il y a un contexte socio-économique ou culturel qui brouille le message. Donc là, à revoir la communication de la marque, ou quelquefois, ce n'est pas uniquement la communication, mais quelquefois l'identité peut être vieillotte, peut ne plus être au goût du jour, et du coup, c'est grâce à l'identification de l'image de marque qu'on va pouvoir modifier l'identité, la rajeunir, dynamiser la marque, et c'est là qu'on voit que l'identité sera un outil dynamique pour à chaque fois contrer et être en cohérence avec l'image de marque qui est perçue par les consommateurs.